Pas toujours facile d'aller faire la fête ou simplement de sortir de chez soi quand on est une femme à Bruxelles. Les témoignages de harcèlement se multiplient et la région tente de réagir via une série de mesures. Un plan anti-harcèlement est-il efficace ? Que peut-on faire, nous, comme citoyens ? Y a-t-il un avant et un après Balance ton bar ? Eh bien, on va en débattre. Bienvenue sur le plateau de Versus. Et avec nous en plateau, 5 invités cette semaine. Manon Vidal, bonjour. Vous êtes étudiante à l'ULB, vous sortez, vous faites la fête, mais vous avez aussi initié notamment une marche et des actions dans le quartier du cimetière d'Ixelles, le Cimdix, comme vous dites les jeunes. Delphine Rocus, bonjour. Vous êtes référente genre au Forum des jeunes, une ASBL reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et on verra que vous avez sondé notamment les jeunes. Les chiffres sont interpellants. Laura Béouir, bonjour. Vous êtes une militante, vous avez plusieurs causes et vous êtes notamment avec votre ASBL, les sous-entendus membres du FIA. Vous nous expliquerez comment vous travaillez à coordonner cette parole féministe. On a évidemment beaucoup de questions pour vous, de même que pour Lorenzo Serra. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes devenu un des porte-parole, un des visages du monde de la nuit. Et on verra avec vous ce qui est mis en place et comment on vit aussi quand on travaille dans ce secteur souvent pointé du doigt. Et puis parce que la question est politique et qu'il y a un plan, Margot Deré. Bonjour, vous êtes députée bruxelloise, écolo, et vous présidez la commission pour l'égalité des chances qui mène ces jours-ci des auditions. Et on va vous demander, et on verra avec vous, quelle est vraiment la réaction de la région bruxelloise. Mais la première question, c'est pour vous, Manon Vidal. Avant de rentrer dans le concret des mesures, qu'est-ce que c'est aujourd'hui être une jeune femme ? Est-ce que vous sortez de chez vous ? Est-ce que quand vous sortez pour rejoindre d'autres jeunes, parfois vous avez peur ? Qu'est-ce que vous vivez ? C'est quoi ce harcèlement concrètement ? C'est vrai que depuis 1 an, donc quand on avait commencé le mouvement Balance ton bar, quand tous les témoignages étaient sortis, j'ai pas vraiment le sentiment que ça a vraiment changé. Être une étudiante, une jeune fille à Bruxelles, c'est toujours aussi compliqué. C'est-à-dire, c'est quoi ? À quoi vous êtes confrontée ? Il y a un peu deux choses. Il y a d'abord dans le milieu festif, donc il y a un peu une crainte, avec tous les témoignages qui sont sortis, une crainte d'être droguée, d'être abusée sexuellement. Et alors... Et le harcèlement, il prend quelle forme ? C'est quoi ? C'est de la drague lourde ? C'est même pas toujours de la drague ? C'est des remarques, des regards, des gestes ? C'est des interjections dans la rue, c'est venir demander... même si on a envie que la conversation se termine avec la personne, mais que la personne continue d'insister. En fait, c'est ça aussi la limite entre la drague et le harcèlement. C'est qu'en fait, quand la personne, par exemple, en face de vous ne répond plus à vos demandes, juste... arrêtez de Et ça, c'est parler. fréquent. Si là, maintenant, vous sortez du plateau de Versus, vous êtes sur le cimetière d'Ixelles, jusqu'à l'ULB, vous allez être accosté, vous en êtes sûr ? Peut-être pas 100% sûr, c'est pas une règle générale, encore heureusement, mais oui, l'autre jour, je suis rentrée de la gare du Midi, il était 21h, donc il faisait nuit, et je suis rentrée vers chez moi à pied, et oui, je me suis fait accoster, je pense 4 fois. Et alors pareil, quand on sort, quand on rentre toute seule, qu'on laisse les copines, tu m'envoies un petit message pour être sûr que je suis bien rentrée, que t'es bien rentrée. Ça, c'est l'automatisme, quoi. C'est le truc maintenant, c'est devenu entre nous une espèce de règle implicite de, évidemment, on dit comment t'es rentrée, est-ce que ça a été pour ton trajet de retour ? Et c'est pas normal, je trouve. Delphine Rocus, je vous vois opiner du bonnet. Cette violence, vous avez des chiffres là-dessus, suite à votre travail au Forum des jeunes. Beaucoup de jeunes, même une majorité, disent avoir été confrontés à ces formes de harcèlement, de violence, à ces stéréotypes sexistes aussi. C'est quoi ? Oui, exactement. Donc nous, on a mené une enquête donc, à l'été 2020. Elle était très courte, cette enquête, en ligne, parce que voilà, on était dans des contraintes de temps. Et en 14 jours, on a récupéré plus de 1300 témoignages, 1300 réponses, et plus de 5000 témoignages qui relataient des faits de violence. Donc rien que ça dit déjà, c'est assez énorme. Alors pour les chiffres par rapport aux violences, on a 2 répondantes, donc parmi les femmes répondantes, 2 répondantes sur 3 qui a déjà été victime de violences. Alors là, on parle de tout type de violence. Ça peut être dans l'espace public, ça peut être des violences au sein du couple. Mais on remarque particulièrement dans l'espace public et dans l'espace public ou les bars, etc. C'est quelque chose qui est très présent et qui prend, comme on l'a dit ici, beaucoup de formes.
Alors, vous citiez les bars, on entendra Lorenzo Serra là-dessus, il y a des éléments de réponse, mais je voudrais aussi donner la parole à la secrétaire d'État Nawal Benamou, socialiste, qui était interrogée hier sur BX1, c'était en radio, interview par Vanessa Lullier. Elle parlait de son plan, de ses mesures, écoutez-la, on en débat après. Il a fallu travailler avec le secteur associatif pour mettre en place différentes actions. On a lancé un appel à projet pour que des acteurs de terrain puissent agir de manière préventive, proactive, sensibiliser le monde de la nuit, notamment en organisant des formations. Et donc j'ai pu débloquer un budget tout de même assez conséquent de 250 000 € pour pouvoir mener à bien ces projets. Et donc voilà, les violences faites aux femmes évoluent. Il y a encore d'autres problèmes qui sont mis à jour, d'autres lumières qui sont faites sur d'autres problématiques. Et donc, l'important, c'est de pouvoir s'adapter, c'est de pouvoir proposer des solutions. Laura Béouir, l'associatif, c'est notamment vous. Mademoiselle Vidal nous disait qu'elle n'a pas senti une grosse différence avant-après Balance ton bar. Pourtant, il y a des choses qui sont mises en place. Le secteur s'est mobilisé. Vous avez vécu ça comment et vous avez participé à quoi, vous ? Nous, en fait, on a constitué donc l'UFIA, qui est l'Union féministe inclusive autogérée, où on a décidé de s'associer entre militantes et collectifs féministes, justement pour entamer un travail aussi de lien entre la société civile et les politiques, et également le secteur de la nuit, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un grand manque de communication et surtout de lien entre ces mondes-là. Et l'UFIA particulièrement veille au travail politique et à mettre une pression sur les politiques pour qu'ils prennent leurs responsabilités également. Et effectivement, il y a des choses qui sont mises en place. On voit des choses qui évoluent. Déjà, je pense qu'il y a une prise de conscience du milieu de la nuit qu'en fait, c'est un problème qui les concerne. Et ça, c'est quelque chose qu'au tout début du combat, on ne l'a pas du tout senti. Il y a plutôt eu une volonté de faire patte blanche. Ah non, chez moi, ça ne se passe pas. Là, maintenant, il y a une prise de conscience et du coup, un investissement, je pense, de la part un bon nombre du secteur de la nuit. Bon, évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore aussi... je pense, on parle beaucoup des violences faites aux femmes, ça manque grandement d'inclusivité parce que les personnes sexisées globalement dans la société subissent des violences et je pense que c'est vraiment important de pouvoir le notifier sur des plateaux télé comme ça parce qu'on parle toujours des femmes. Vous pouvez balancer si les médias ne font pas leur rôle, dites-le, vous êtes là pour ça. Non, mais voilà, je pense que c'est les oppressions qui existent et qui, voilà, que ce soit au niveau du racisme et tout ça, se cumulent des oppressions existent et il n'y a pas que les femmes qui subissent du harcèlement. Et donc voilà, il y a le harcèlement dans la rue, il y a le harcèlement dans les bars, effectivement, et l'étude qui a été menée avec la commune d'Ixelles prouve que, en fait, 90% des personnes font appel à leurs amis quand ils ont un problème. Et ils n'ont pas confiance ni dans les bars, ni dans la police, ni dans le système de sécurité. Je voudrais entendre Lorenzo Serra là-dessus. Si une jeune fille ou un jeune homme, après tout, se sent harcelé, est agressé ou harcelé, la première chose à faire, c'est quoi quand on est dans le monde de la nuit? C'est d'aller parler au patron du bar ou bien c'est le rôle de la police? Qu'est-ce qu'on fait finalement pour les gens qui nous regardent? Je pense que ça dépend déjà de la taille de l'établissement, parce que chaque établissement est différent. Il y a des établissements où il y a juste le patron qui est derrière son bar, et puis il y a des établissements où il y a 30 personnes qui travaillent. Donc la réactivité ou la manière de s'adresser n'est pas la même. Donc forcément, quand on est dans un bar où il y a une personne derrière le bar, je pense que Laura l'a dit, je pense que la première chose, c'est les amis. C'est clair que les gens en qui on a confiance, c'est franchement la première chose à faire, c'est se tourner vers les gens en qui on pense avoir confiance. Je vois pourquoi tu acquiesces, parce que je vois très très bien, puisque souvent on doit se méfier aussi des gens en qui on a confiance, puisque le harcèlement vient aussi de gens en qui on a confiance. Donc, mais je pense que quand on sort en groupe de copines, en général, on peut se faire confiance les unes les autres. Si des copines dans un bar sont victimes d'une forme de harcèlement ou de violence, on est d'accord que la limite est ténue entre les deux, oui. On s'adresse au barman ou pas? D'office. Je pense que si on n'a pas la solution entre soi, forcément il faut aller vers le tenancier. Ça, il y a eu une prise de conscience du secteur de la nuit où les choses ont bougé depuis Balance ton bar? Ou au contraire vous avez été stigmatisé parfois injustement parce que vous estimez que finalement c'est des endroits qui sont plus sûrs que la rue ou d'autres? On pourra en parler d'ailleurs. Alors on parlait de l'étude d'Ixelles, donc effectivement les lieux nocturnes sont plus sûrs que la rue, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu une réaction très très violente vis-à-vis des bars, parce qu'il y a eu une impression
d'être trahi, hein, puisque quand on est normalement dans un bar, on a tendance à avoir confiance, et puis il s'est passé quelque chose dans des bars. Donc effectivement, la réaction, elle est tout à fait normale, et je pense que c'est pour ça qu'elle a été très médiatisée aussi, parce que finalement, la violence dans la rue, elle fait partie de notre vie de tous les jours depuis qu'on est né, donc on l'a presque acceptée, entre guillemets. Et je suis désolé, là j'ai un... Non, mais voilà, donc voilà, vous estimez, vous, en tout cas, que s'adresser au personnel du bar quand on est victime d'agression ou de harcèlement, c'est légitime. On doit pouvoir le faire. Et le personnel commence à être conscient de ça ou pas ? On doit pouvoir le faire. La question que vous me posiez, c'est est-ce qu'on a commencé à travailler depuis ? Certains ont commencé à travailler déjà avant parce que le monde de la nuit a toujours été très sensible, en tout cas un grand nombre d'opérateurs sont sensibles à toutes les minorités et travaillent dans ce sens-là. D'ailleurs, énormément de minorités de créativité font partie intégrante de l'ADN de la nuit. Donc, se remettre en question et avancer sur des sujets de société, ça fait partie de l'ADN de la nuit. Maintenant, c'est très très clair qu'on sortait d'une période de 2 ans de prison Covid. Il s'est passé des choses très violentes. Il y a eu un très grand phénomène médiatique. Et c'est tant mieux parce qu'on parle quand même d'agression. Vous avez l'impression que le secteur de la nuit a été un peu stigmatisé et qu'on aurait dû peut-être plus s'intéresser, encore une fois, les médias aussi, à d'autres lieux, d'autres espaces d'agression et de harcèlement. C'est ça que vous nous dites ? Je pense que pour faire bouger des lignes, il faut toujours à un moment trouver une victime. Moi, j'aurais préféré qu'on ait balance ton porc que balance ton bar. Parce que, voilà. Mais tant que ça fait bouger les lignes dans le bon sens, ça ne peut être que positif pour la société dans laquelle on vit. Margot Deray, vous avez commencé avec vos collègues au Parlement les auditions, et si on en croit ce que vous dites, c'est un plan vraiment transversal, ça concerne tout le monde, cette lutte contre le harcèlement et contre la violence. Qu'est-ce que ça dit, les premières auditions ? On en est où dans l'évaluation ? D'abord, je pense qu'il faut saluer le fait que c'est les toutes premières fois, et je le mets au pluriel parce que ça se passe dans tous les niveaux de pouvoir, où on a des plans qui sont faits, des plans qui sont aussi aiguillés par des conventions internationales, notamment la Convention d'Istanbul, et qui donnent les ingrédients utiles et efficaces pour pouvoir lutter contre les violences faites aux femmes. Alors ici à Bruxelles, nous ce qu'on a eu, c'est un plan qui a été en effet présenté par le gouvernement, et donc pas juste le fait d'une seule ministre ou d'une seule secrétaire d'État, mais vraiment de manière transversale dans toutes les compétences de la région. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qui est, par exemple, violence dans le monde de l'emploi, c'est tel ministre qui est impliqué, qui est compétent. Si on parle de plutôt sécurité en rue, ça c'est un autre ministre. Et donc ça oblige en fait des ministres à prendre des responsabilités, même s'ils n'ont pas la casquette droit des femmes à la base. Alors ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que donc tout ça existe maintenant. Tout ça bénéficie quand même de budgets qui n'ont jamais été débloqués auparavant, et donc c'est important. Je pense que c'est le fait de l'action de personnes de la société civile qui mettent la pression utilement, mais aussi le fait qu'il y a de plus en plus dans les parlements aussi des forces peut-être un peu plus progressistes qui assument des positions pour dire qu'en effet il y a des problèmes avec le patriarcat, qu'en effet ça crée des violences, etc. Ce qui peut-être que historiquement était moins présent dans les parlements, et tout ça permet évidemment de faire avancer les choses. Alors par contre la tâche elle est immense. Parce qu'on a ici une jeune femme qui nous disait qu'elle n'a pas senti une énorme différence. Vous le confirmez, ça ? Vous n'avez pas l'impression, vous, qu'il y a eu un avant ou un après Balance ton bar ? Non, moi je vois encore des témoignages sur les réseaux sociaux. J'entends encore autour de moi des trucs qui se passent, et je me doute bien que ça peut pas changer en un jour, mais là, ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est qu'on n'en peut plus, quoi. Delphine Rocus, vous m'avez dit quand on préparait l'émission que vous avez fait la fête dans plusieurs endroits du monde, et à Bruxelles, c'était un des endroits où vous avez été le plus harcelé, agressé, vraiment ? Oui, c'est vrai. Après, comme je l'ai dit, statistiquement, j'ai peut-être passé plus de temps ici. Mais c'est vrai que, voilà, j'en rigolais. Mais hier, après qu'on se soit entendu, je suis juste sortie de chez moi pour aller acheter du pain. Et je me suis fait agresser dans la rue. Donc, c'est vraiment, comme on le disait, quelque chose de répété et qui a lieu, partout. Vous réagissez comment, mesdames, quand vous êtes agressées, harcelées en rue ? Est-ce qu'il y a différentes manières ? Est-ce qu'il y a une mauvaise manière de réagir, Mme Béouir peut-être ? Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Moi, je pense qu'avec l'âge et avec aussi tous mon passif de militante, maintenant, j'ai tendance à réagir de manière un peu plus ferme. Mais je comprends que tout le monde n'ait pas les clés pour le faire. Et donc, très souvent, c'est plus un repli sur soi. Et donc, l'agresseur devient encore plus
dominant dans le contexte et en fait ça lui donne l'impression d'avoir encore une fois gagné et qu'il est dans le libre droit de faire ce qu'il fait. Delphine Rocus, vous avez réagi comment, vous, hier par exemple, ou une autre fois? Alors j'ai essayé plusieurs techniques, hein. Comme le disait Laura, il n'y a pas de bonne manière de réagir. Alors il y a des stages, par exemple des stages d'autodéfense féministe qui apprennent, qui donnent des techniques, des clés pour savoir réagir, mais il n'y a jamais de bonne manière de réagir et on réagit toujours, je pense que c'est important de le dire, avec les clés, avec comment on se sent à ce moment-là. Hier, j'ai réagi d'abord, je suis rentrée dedans parce qu'on m'a fait un compliment, j'ai dit merci. Et en fait, ça a dégénéré, où on s'est mis devant moi, j'ai essayé d'ignorer, et puis j'ai fait ce qui est un peu, on appellera une technique de surprise ou un peu loufoque. Donc j'ai dit quelque chose de complètement stupide, et il est resté bouche bée. Et moi j'ai avancé, j'ai continué à faire mon chemin. Je pense par contre que c'est important de ne pas juste mener le débat autour de comment se protéger, quelles techniques mettre en place pour éviter... Parce qu'on inverse. C'est ça que quelqu'un m'a dit quand on préparait l'émission. Oui. Finalement, on inverse la responsabilité. C'est la responsabilité de l'agresseur, du harceleur. C'est ça. Mais quoi, alors, on ne peut rien faire comme citoyen? On se dit juste, on espère qu'un jour ils arrêtent d'eux-mêmes, les harceleurs, les agresseurs? Alors, comme le disait Madame Doré... Je voudrais demander la parole, mais... Ah oui, comme elle le disait, on est dans une société qui est patriarcale, et donc c'est déjà bien de le reconnaître, et alors que tout le monde fasse des choses pour arrêter d'y participer et de renforcer ces choses-là. Mais c'est ça qu'on voit en fait, je pense, dans les témoignages et même dans ma propre expérience, c'est qu'en fait on fait toujours reposer la charge sur les victimes et les cibles de harcèlement et d'agression sexuelle et d'agression en rue. Et donc ça c'est quelque chose qui en fait n'est pas normal, parce qu'en fait la violence est un cycle, et donc en fait si on est toujours en train de traiter les victimes à la fin, ce qui est très important évidemment, et qu'on ne résout jamais le problème qui est au départ, il y a des personnes dans notre société qui se sentent surpuissantes quand elles sont dans l'espace public, et notamment surpuissantes à l'égard de certaines catégories de la population, ça forcément ça ne va pas. Et c'est pour ça qu'on assiste progressivement à un renversement dans les politiques publiques. Alors ici à Bruxelles, ça commence tout doucement, mais par exemple au Royaume-Uni, c'est beaucoup plus présent, où on va cibler des campagnes de sensibilisation sur les auteurs. Et donc vous allez avoir dans les rues des affiches avec une main aux fesses d'une femme, c'est X milliers d'euros et X mois de prison et ce genre de choses. Et ça, moi, je suis convaincue, et je pense qu'il y a de plus en plus de prise de conscience là-dessus, que c'est vraiment des bons ingrédients et des bons outils. C'est quelque chose que vous recommanderiez, vous, Lorenzo Serra, aux gestionnaires de bar, finalement de cibler l'agresseur, le harceleur, de lui dire mais ça tu le fais plus chez moi, ça peut être efficace, ou bien c'est difficile quand on est un commerçant, un indépendant, de se mêler de quelque chose auquel on n'a pas toujours assisté parce qu'on était occupé, on tenait la caisse, on était en cuisine ou autre? Je pense que pour un indépendant qui est tout seul dans son établissement, c'est un peu compliqué, mais dans les lieux de fête, souvent il y a du personnel. Dans les lieux de fête où il y a du personnel, ça fait même partie de la survie du lieu. Donc, moi je ne peux pas imaginer un lieu qui n'a... une de nos principales préoccupations, c'est la sécurité dans nos lieux, et ça fait partie de la sécurité des personnes. Et donc je ne peux pas imaginer un lieu qui garderait des personnes qui agressent leur public. Et si c'est le cas, j'invite tout le monde à ne plus aller dans ces établissements, parce que c'est ça la sentence finale pour ces établissements, c'est qu'on n'y aille plus. Donc je veux dire, c'est assez normal en tant qu'être humain qu'on se déplace dans des lieux où on se sent bien. Donc je pense que c'est une question de survie pour tout l'établissement de mettre en place les protocoles qui font que les gens se sentent bien chez eux. Il n'y a pas de discussion là-dessus. On parle d'agression, on parle de gens qui ne sont pas à l'aise. Ce n'est pas l'objectif de notre métier. Notre métier, c'est l'entertainment, c'est de faire plaisir aux gens et de leur faire oublier la semaine dans laquelle ils étaient. Et c'est un métier non tangible, on donne du bonheur aux gens. Donc si on ne donne pas du bonheur aux gens de A à Z, on se trompe de métier. Ça, c'est mon point de vue, et c'est le point de vue que je défends dans la Fédération de la Nuit, c'est faire la nuit du XXIe siècle, comme j'aime souvent le dire. Et c'est ceux qui n'ont pas compris ça, ils font partie du XXe, et puis ils disparaîtront gentiment, et le plus vite possible, on espère. Et peut-être qu'il y a des gens qui se sentent très bien là-dedans, et ça, c'est leur problématique, mais c'est pas la nôtre. Mesdames, comment on est reçu quand on dénonce une forme de harcèlement, que ce soit si on va à la police ou si on interpelle un agent en rue, c'est un message qui passe, il y a tout de suite une réaction, ou bien il faut qu'on prouve qu'on a été agressé physiquement, sexuellement? Madame Béouir? Non, évidemment, la problématique, et c'est pour ça que je posais la question aussi par rapport au fait de se retourner vers ses amis, en fait, quand je disais les 90%, c'est quelque chose pour dire la confiance est dans nos amis, et tu le disais très bien, de dire quand vous êtes un groupe de filles entre vous, vous faites confiance.
il faudrait pouvoir faire confiance à tout le monde, et particulièrement aux personnes en charge du bar, et à la police, et aux services de sécurité. Et donc, en fait, pour moi, ces 90%, c'est un chiffre qui fait peur. Ça veut dire que la charge mentale repose et sur les personnes qui risquent de se faire agresser, et sur l'entourage qui va devoir veiller à ça. Alors, quand on va voir des établissements, il y en a certains qui sont formés, et même une personne seule peut avoir les bases de comment intervenir en cas de dénonciation de harcèlement ou d'agression. Et je pense que c'est le b.a.-ba de quand on veut ouvrir un établissement public, de savoir gérer quand il y a des faits de harcèlement ou d'agression. Et même une personne seule doit avoir les clés pour le faire. Alors c'est ce que le plan régional est en train d'essayer de mettre en place. C'est juste une petite amorce parce qu'effectivement l'axe 1 parle d'une formation. C'est un plan en 4 axes. Hein. Vous entendez encore là-dessus, mais donc il y a la prévention, de la communication, du financement aussi. Et de la formation, mais l'axe de formation, finalement, n'a pas du tout assez de budget que pour former, effectivement, le milieu de la nuit. Et donc, effectivement, il y a des amorces qui sont données, mais ce n'est pas assez. Et le climat pour que les prédateurs ne se sentent plus à l'aise d'agresser, mais c'est là-dessus qu'on doit travailler, de faire comprendre qu'en fait, c'est pas OK d'agresser. Alors, Lorenzo Serra et puis Margot Deré. Je rejoins complètement Laura, parce qu'il faut savoir, donc, on a le Conseil de la nuit bruxellois qui est très récent, qui n'existait quasiment pas en fait quand le problème de la problématique Balance ton bar est arrivé, qu'on l'a réuni dans l'urgence pour parler de la problématique, et qu'il y avait juste zéro moyen à ce moment-là. Et moi je l'ai souligné quand on parlait de ça, c'est que je dis la fédération de la nuit elle existe parce que nous sommes mis en route, et puis on a trouvé les moyens de se financer. On s'est mis en route pendant le Covid pour sauver le secteur, et on a directement interpellé le politique, en tout cas je l'ai fait moi personnellement, en disant mais il n'y a pas de moyens, et si on veut travailler, et je rejoins complètement Laurent en disant que ça prendra du temps et beaucoup de moyens, c'est qu'en fait, la campagne Bob, ça fait 30 ans qu'on l'a, et ça n'a pas duré un an, ça fait déjà 30 ans qu'on l'a. Et donc, c'est un travail qui va se faire sur la longueur, il faut prendre le temps du démarrage. Margot Deré, vous pouvez garantir comme femme politique que le plan est sur la durée et que c'est un engagement dans le temps vraiment de lutter. Vous avez des garanties là-dessus? Alors, ça reste la politique, hein, donc je suis assez nouvelle dans le milieu pour pouvoir le dire. Le renouveau peut parfois apporter à la fois du bon, si on parle de cette législature-ci, et puis pour le futur, on ne sait pas, donc ça, c'est une chose. D'où l'intérêt d'avoir des changements qui soient structurels. Donner un exemple concret, donc on essaye de plus en plus de partir dans une logique de formation, ça c'est une base commune, que ce soit pour les gardiens de parc, que ce soit pour les agents de la STIB, que ce soit en effet pour les personnes qui sont dans les bars, etc. Vous nous confirmez, donc quand vous parlez des gardiens de parc, de la STIB, qu'il y a d'autres endroits à Bruxelles qui sont sous la loupe et pour lesquels les autorités s'inquiètent? Et c'est le but d'un plan transversal, c'est qu'on essaie de toucher à tout ce qu'on appelle les premières lignes, donc les personnes qui sont en contact en fait potentiellement avec des situations de harcèlement. Mais par contre, en effet, les décisions ne sont pas toujours les mêmes. Donc par exemple, la ministre de la Mobilité, elle a décidé de rendre obligatoire la formation sur la prévention dans les stations STIB notamment, etc. Donc ça, c'est structurel, c'est pérenne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les programmes de formation de la STIB, les agents sont formés à, par exemple, recueillir la parole d'une victime, etc. C'est quelque chose que vous feriez, Manon Vidal, vous qui vous déplacez notamment au transport en commun, vous iriez voir un agent de la STIB? Vous me donnez la parole parce qu'il n'y a pas longtemps, j'étais dans un bus et il y a quelqu'un à côté de moi qui était en train de se masturber, et donc on a été avec 2 autres personnes voir le chauffeur, et il a juste dit c'est pas mon problème. C'est pas mon problème, c'est ce qu'il a dit. Oui. Donc, c'était quel bus, c'était quelle ligne? Parce que si la STIB nous regarde, hein, donc on peut leur dire. Non, mais on va pas. C'est pas drôle, c'est grave. Non, je me souviens pas, mais. Oui. Mais c'est arrivé, vous l'avez vu. Oui, et donc je me demande un peu quand est-ce que ça va vraiment être mis en place, cette histoire-là. Parce que vous continuez à mobiliser à l'ULB avec d'autres étudiants et étudiantes? Vous continuez à vouloir mener des actions? Vous avez des projets? Oui, bien sûr. Je suis vraiment totalement d'accord. Tantôt, quand Margot disait que c'est aussi tout le mouvement qu'il y a eu dans la rue qui a aussi mis à l'agenda. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on est tous autour de cette table. C'est parce qu'avant, on n'en parlait pas, du moins pas autant. Et donc, c'est grâce à des mouvements comme ça, il y a eu quand même 2000 personnes dans la rue. Ça a vraiment pris une ampleur énorme, et c'est aussi grâce à tous ces gens qui sont mobilisés et tous ces gens qui en ont marre. Vous organiserez encore des actions, vous restez vigilante là-dessus, si je puis dire? Ah oui. Ok. Il nous reste 2 minutes et je veux absolument qu'on ait un dernier tour de table. C'est l'argument recevable. Laura Béouir, vous avez entendu un argument recevable ici? Plusieurs, certainement, mais allez, le premier. Oui, il y a pas mal de choses. Mais je voulais peut-être juste
donner un argument irrecevable. Allez-y. Que les 10 victimes, c'est le milieu de la nuit et les bars. Les victimes, ce sont les personnes qui se font agresser. Et c'est certainement pas les gestionnaires de bars et de clubs. Et ça, c'est vraiment important de ne pas rester sur cette idée-là. Lorenzo Serra, vous aurez la parole dans un instant, mais je voudrais entendre Mme Rocus, un argument recevable. Oui, moi je prendrais peut-être l'argument présenté par Margot Doré, qui est le fait de reconnaître qu'on est dans une société patriarcale et que donc cela implique que ça doit passer aussi par l'éducation, vraiment en changement des normes et surtout des garçons. Manon Vidal, vous avez entendu un argument recevable ? Oui, du côté de chez Lorenzo, quand je trouvais très bien la comparaison avec la campagne Bob, en fait, ça met du temps à changer ce genre de choses, les mentalités, c'est très très long à changer. Il faut du budget pour faire changer les choses et des mesures concrètes, quoi. Lorenzo Serra, vous avez entendu, vous, un argument recevable ? Le dernier que Laura vient de me lancer. Donc c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on ne se connaissait pas avant tout ça, et je pense qu'on a énormément à apprendre les uns des autres. Et que son argument, évidemment, c'est la victime, il n'y a que ça qui nous intéresse. On parle d'agression, on ne parle pas de dire elles sont chouettes la couleur de tes chaussettes, quoi. Enfin, on parle de gens dont 90%, moi il y a un chiffre, plus de 90% des femmes sont agressées. C'est pas normal. Voilà. Allez, en 10 secondes, je vais vraiment vous demander d'être courte. Margot Doré, votre argument recevable. Madame Vidal, je pense, a raison. Il faudrait que ça aille encore plus vite. Et donc, je pense qu'on va essayer tous autour de la table d'y travailler. Allez, on se retrouvera pour refaire le bilan du bilan. En tout cas, ce sera une autre fois la semaine prochaine, un autre thème, d'autres invités et de nouveau beaucoup de questions.